Et puis sur ce, je laisse la parole à Pierre qui va vous expliquer un peu comment va se dérouler cette session. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de raisonner en 3 temps, on va dire. On peut parler, pour commencer, un petit peu des résultats annuels donc, qui ont été publiés tout au long des 3 dernières semaines. On peut ensuite passer sur un peu plus le fonds Monocle aujourd'hui, son exposition, nos lignes, notre performance, vous expliquer un petit peu notre positionnement du mois, on va dire, et terminer par du coup des questions comme l'Animax. Donc là, on sera ouvert un petit peu à tout et pour parler de sujets un peu plus divers qui vous intéressent. Et pour répondre à Serge, il y aura un replay disponible après l'événement. Oui. Absolument, notre cher Maxime se fera un plaisir de vous faire un petit montage qui sera disponible quasiment juste à la fin. Voilà. Donc on peut passer directement peut-être sur les earnings. C'est vrai qu'il y a pas mal de news flow, surtout en ce moment là. Il y a beaucoup de boîtes qui ont publié ne serait-ce qu'hier, donc on a de la matière. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore 2 sociétés là, qui viennent de publier, qui ont assez surpris le marché. On peut parler de Capri. Capri, c'est la holding qui détient les marques Michael Kors, Versace et maintenant depuis quelques années Jimmy Choo. Grosse déception, hein, le titre faisait moins 27 tout à l'heure, je crois, à l'ouverture. Donc c'est vrai que ça. Voilà, la raison, c'était des coûts qui explosent, des objectifs de croissance qui sont revus à la baisse. On a la même situation sur Ediene, donc la boîte de paiements digitaux européenne, qui faisait moins 15, je crois. Hein, moins 15 c'est ça. Pareil, avec les mêmes constats, beaucoup de hausses de coûts qui n'étaient pas anticipées par le marché, même par les gérants de sociétés d'ailleurs. Et ça surprend un petit peu à la baisse. Ça fait écho avec nous, ce qu'on voit maintenant depuis presque un mois. On a des résultats de sociétés qui sont quand même assez interpellants. Exactement. Et peut-être juste pour vous préciser, que vous ayez une idée un peu d'ordre de grandeur, Ediene, c'est, j'ai en tête à peu près 40 milliards de capitalisation. Donc en termes de boîte européenne, c'est très gros. Donc voilà, c'est des impacts, même si ça ne se voit pas vraiment au niveau des indices, qui sont assez marqués et forts quand même. Ça me fait rebondir sur ce que dit Henri Jean en question. Récession de earnings un petit peu type à la 2001, c'est vrai que c'est une hypothèse tout à fait probable. On l'a vu sur aussi les sociétés les plus grosses, les GAFAM. Hein. Google, pas de croissance. Licenciement de 12 000 personnes. Amazon, un sujet aussi un petit peu compliqué. Les 2 titres avaient réagi assez négativement au pré-market, après la journée. Voilà, on peut parler aussi de Apple, hein, qui a eu des petites difficultés sur le mois de décembre. On le voit d'ailleurs même au niveau macro sur le mois de décembre, les ventes aux particuliers aux US étaient en repli assez net et surtout inanticipé. Bon voilà, globalement ce qu'on voit du coup c'est des prévisions de croissance qui sont quasi nulles, voire même des fois baissières pour certaines sociétés pour l'année qui vient, et des coûts qui subissent toujours l'inflation actuelle, que ce soit au niveau des salaires mais aussi des matières premières, donc des marges qui se rognent. Voilà, on l'a vu sur les grosses sociétés, hein, on en parlait tout à l'heure, mais nous, on suit, comme vous le savez, un petit peu les GAFAM pour la vue macro qu'elles nous apportent. Bon, c'est aussi le cas au niveau des petites sociétés. Snapchat, par exemple, qui publie des résultats avec 0 croissance, avec un revenu moyen par utilisateur qui baisse de 15%, je crois. C'est ça, ouais, exactement. Voilà, un marché de la pub un petit peu compliqué. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle on avait le but de Meta juste avant. Ouais, et on reviendra dessus. Et peut-être juste Pierre, donc pour préciser, moi j'ai plus en tête en termes de multiples de valo sur Snap, on est où aujourd'hui toujours Snap, c'est des petites marges, donc voilà, le PE ne fait pas trop de sens, mais c'est des sociétés très très chères. Nous, on a une vue plutôt sur Meta, notamment parce qu'en valorisation, elle collait un petit peu plus avec nos standards et surtout notre positionnement patrimonial. Voilà. Bon, on revient aussi sur un billet qu'on a écrit il y a maintenant 3 semaines, où on notait la présence de beaucoup de profit warning sur le début de l'année 2023. Voilà. Et puis, toutes les guidances qui sortent actuellement sont quand même assez préoccupantes. Donc, une situation micro tendue, assez inquiétante, et pourtant un marché qui explose. Absolument. Puis vous connaissez bien notre ADN, hein, donc je vais pas tout rappeler, mais comme Pierre le dit très justement, nous, c'est vrai qu'on s'intéresse plutôt aux sociétés, à la micro, aux résultats. Sur ce côté-là, vous avez bien compris les sons de cloche, c'est-à-dire que nous, on n'est pas du tout, on ne voit pas ça avec des lunettes, avec des verres roses. Hein, on est un peu moins optimiste que ce que price le marché. D'un point de vue macro, même si c'est moins, je dirais, un driver important pour nous, bien évidemment, on observe aussi ce qui se passe. Et c'est vrai que de ce côté-là non plus, on voit pas de catalyse particulier ou de critères fondamental qui justifient en fait le mois de janvier assez dantesque qu'on a connu. Il y a une PE Chiller qui est revenu à 30. Ouais, c'est ça, à 29 exactement. Une moyenne historique à 17. Bon, voilà. Les indicateurs macro sont tout aussi inquiétants que les indicateurs micro. Exactement. Pourtant, S&P sur janvier, donc aux US plus 8%, et l'Eurostock, ça a fait plus 11, je crois, depuis le début de l'année.
Donc un rebond assez… Et ça, voilà, il y a une petite stat sur ça qui est quand même assez interpellante, je trouve. Je me suis amusé à la faire. Si vous reprenez des 185 mois de cotation qu'on a eu depuis 2007, il y en a seulement 5, parmi lesquels donc, le Nasdaq, rebalancé en euros, a fait une performance de plus de 10%. Donc en termes d'occurrence, l'événement en fait, qu'on a connu sur ce début d'année, il est complètement… voilà, c'est un extrême et donc je le martèle parce que c'est important. Selon nous, il n'y a rien qui le justifie. Et donc, c'est ça qui est assez inquiétant. Sur la partie macro, donc Pierre, on a parlé, voilà, le PO chiller, les indicateurs de vente au détail aux États-Unis qui sont sortis en dessous de ce qui était attendu. Et donc, sur tout, je dirais, les autres dynamiques qui animent beaucoup les marchés, l'inflation, les taux, etc., il n'y a pas non plus particulièrement je dirais, de bonnes nouvelles. Nous, les discours contenus Christine Lagarde et Jérôme Powell étaient beaucoup plus, je dirais, noirs ou durs que ce que le marché a eu l'air de vouloir entendre. Il n'y a pas de bonnes nouvelles particulières au niveau de l'inflation. Oui, certes, elle est en train de se calmer, et ça, c'est plutôt positif. Mais quand on voit, par exemple, ce qui se passe au niveau du marché de l'emploi aux États-Unis avec les chiffres qui sont sortis vendredi dernier, on a un marché de l'emploi qui reste très, très fort. Et ça, la plupart des experts que nous, on suit, des gens comme Larry Summers, comme Olivier Blanchard, vous disent que globalement, ça va être très compliqué d'avoir une inflation qui revienne vraiment vers les niveaux cibles des banques centrales, à savoir 2%, avec toujours cette dynamique très forte, par exemple, au niveau de l'emploi. Donc, il n'y a rien. C'est vrai que ça a eu des conséquences directes. Nous, pour être très factuel sur notre portefeuille, on est, donc, comme pour ceux qui nous ont suivis, on est rentré dans Apple début janvier. On pourra parler ensemble de la thèse si ça vous intéresse pendant le Q&A. On est sorti juste avant les résultats en ayant étudié un petit peu les résultats de Foxconn. Foxconn, c'est un des fournisseurs les plus importants d'Apple, et en étudiant un petit peu aussi ce qui s'est passé sur le mois de décembre. Donc, les ventes retail et les complications dans les usines de Foxconn, notamment en Chine, là, pour Apple. Exactement. On s'est dit la vente d'iPhone va potentiellement être un peu plus basse qu'attendu. Il s'est avéré que c'était le cas. Donc, on avait eu le nez plutôt creux. Par contre, on a fait exactement la même analyse sur Meta, alors pour d'autres raisons. Nous, vous connaissez notre thèse sur Meta. À long terme, on est très confiant, on apprécie le management, on apprécie les projets de développement. On pense que la boîte est l'une des mieux gérées actuellement au monde. On a toujours dit qu'en termes de valorisation, c'était une société très, très attractive. Pourtant, on a liquidé notre position donc en amont des résultats, juste avant les résultats. C'est ça, 48 heures avant, le soir, 48 heures avant. La thèse là-dessus, c'était simple. C'était marché de la pub qui n'est pas du tout en bonne posture. Ça a été tout à fait confirmé par Snap qui ne fait pas de croissance, exactement, qui baisse en revenu par utilisateur, et par Meta, au final, pas de croissance aussi prévue pour le prochain trimestre. Par contre, voilà, on avait une thèse aussi sur les investissements de Zuckerberg dans la métaverse. Bon, il s'avère que Zuckerberg est un petit peu freiné là-dessus. Ouais. Voilà, 5 milliards de capex en moins prévus, 5 milliards de coûts aussi en moins que prévu sur 2023, et ça a beaucoup plu. Donc, comme pour ceux qui ont lu notre dernier billet, on a raté l'avion là, sur ce coup-là. C'est le jeu, c'est le jeu, on a un fonds patrimonial flexible. Il faut des fois prendre le risque de rater un petit peu une bonne réaction de marché pour éviter de se cracher, entre guillemets. On connaît la volatilité sur Meta, voilà, ça peut être un scénario très différent. Exactement. Peut-être pour répondre à la question de Marc, donc quel est aujourd'hui le poids donc, de nos valeurs technologiques si je ne dis pas de bêtises, on n'en a pas vraiment. On n'a rien qui est lié à la tech aujourd'hui. C'était Meta, en fait, notre valeur tech en portefeuille. Et là, aujourd'hui, donc, on l'a liquidé, comme vous l'avez compris. On n'a plus de valeur tech en portefeuille actuellement. Exactement. Puis de toute manière, je pense que c'est une partie qui vous intéressera aussi, qu'on n'a pas souvent faite. On vous fera donc en deuxième partie un focus un peu plus précis sur les différentes lignes du portefeuille et sur les thèses qui sont derrière, parce que je pense que c'est des choses dont vous avez aussi besoin pour vos clients et qui vous intéressent. Ça fait bien la transition. C'est vrai que là, on peut en venir du coup à notre vue et notre positionnement actuel donc, chez Monop. Donc aujourd'hui, 25% d'exposition, 23 exactement aujourd'hui, actions. Et 15% d'investis dans des obligations corporate, donc d'entreprise. Donc encore beaucoup de dry powder de notre côté, presque 60% de portefeuille. On a du coup, comme vous l'avez compris, début janvier, tenté de redéployer du capital avec les opportunités qui apparaissaient. On a été fortement freiné par ce rebond un petit peu injustifié selon nous du marché. Voilà. On veut déployer, mais on ne le fait pas non plus à tout prix. On reste assez rigoureux là-dessus. Ce qui explique un petit peu le lag. On est à plus 1% en gros de performance year-to-date. C'est ça. Vis-à-vis de concurrents qui sont à plus 3, donc c'est vrai qu'on est on a un peu de retard au niveau de la performance. On n'en est bien évidemment pas content, mais ça justifie par tout le discours qu'on vient de vous tenir d'un point de vue micro-macro. Nous, c'est vrai que cette hausse très forte des marchés en début d'année, on la comprend pas. Donc Henri Jean, ça me permet de répondre à votre question. Donc est-ce que donc cette tendance, est-ce que c'est du short covering?
Nous, on n'en sait rien. On a quand même fait un travail, ça me permet d'en parler rapidement. Tout ça est très préliminaire, hein, mais on a quand même regardé beaucoup ce qui se passait aussi en pré et en post-market. Il y a énormément de mouvements de prix aussi sur ce début d'année qui sont venus justement hors des séances, en fait. Donc, est-ce que ça veut dire, c'est aucune vision très précise sur le sujet, mais est-ce que ça veut dire qu'aussi on a des gros hedge funds qui passent des ordres conséquents hors séance et voilà, profitent un peu de ce début d'année pour tirer les cours? C'est possible. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que nous, voilà, on fait notre job de valorisateur avec nos visions fondamentales. Et par ce prisme-là, on ne peut pas justifier la hausse des marchés. Donc, en tout cas, c'est la manière dont on voit les choses. Donc, on est frustré de ne pas pouvoir plus déployer ce capital. Malheureusement, voilà, exactement. On va continuer à maintenir notre rigueur là-dessus et on déplorera quand on verra les opportunités apparaître. Voilà. Donc ça, c'est la vue globale sur le portefeuille. Et du coup, peut-être, et pour répondre également à la question de Mehdi, donc est-ce que pour un petit porteur, ça ne vaut pas le coup d'essayer de se laisser porter par cette inertie? Nous, on ne peut pas du tout vous conseiller ça parce que je me répète, hein, mais donc nous, on estime que cette hausse, elle est pas justifiée. Et surtout, là, alors pour ramener un peu de positivisme dans notre vision, nous, on pense que ça va être une question de semaines ou de mois pour qu'on puisse enfin, donc chez Monoc, aller se servir dans ces réserves de cash et les redéployer sur les opportunités. Mais ça ne sera le cas que quand justement cette hausse des marchés, elle aura été quelque part réfrénée, qu'on sera revenu à des niveaux plus cohérents de valorisation et de rendement. Et donc, à ce niveau-là, c'est sûr que si vous êtes long aujourd'hui, indice, etc., si on a raison, vous aurez tort, avec cette stratégie. Donc, voilà. Non, si vous voulez qu'on rentre un petit peu plus dans le détail exact de l'exposition, on peut commencer par nos plus grosses lignes. La plus grosse actuellement, c'est Volkswagen, à 6%. Donc ça rejoint quand même le fait qu'on trouve des opportunités. Pas assez pour être full investi, mais on trouve des opportunités. Volkswagen, on a une vue assez financière sur le dossier. En fait, on joue la suppression de cette décote de valorisation sur le groupe, qui est actuellement assez importante. Le premier point d'intérêt qui nous a poussé à regarder Volkswagen, c'était la situation avec Porsche. Donc, Volkswagen a introduit Porsche, qui était une marque propre du groupe en bourse. Aujourd'hui, Volkswagen détient encore 75% de la société. C'est ça. Porsche vaut à peu près 60 milliards de capital actuellement, et Volkswagen en vaut 70. Vous faites les maths, vous vous dites, ça sous-entend que le groupe Volkswagen, donc le reste du groupe, qui est énorme, est valorisé très très peu cher. C'est ça, les marques, pour vous donner une idée, c'est Lamborghini, Bentley, les camions Scania, Ducati, enfin voilà, c'est vraiment Audi qui est une très grosse marque, la marque Volkswagen propre aussi également. Donc voilà, donc on s'est intéressé un petit peu de près au dossier, on a fait des travaux de valorisation, marque par marque, tout ça. On s'est dit, ok, il y a quelque chose à faire. Et ensuite, on a regardé un petit peu la volonté du management de supprimer ou pas cette décote. Bon, ils ont été assez vocaux là-dessus. Le but, c'est là actuellement le PDG de Volkswagen est en train d'entraîner les managers en fait de chaque marque à faire des exercices d'introduction en bourse. Voilà, avec cette volonté-là de supprimer cette décote et cette sous-valorisation. Donc nous, ça nous intéresse beaucoup. C'est un catalyste à court moyen terme. C'est pas quelque chose qui se fera dans 10 ans. C'est quelque chose qui peut aller assez vite. On aura du détail pendant leur Capital Market Day qui aura lieu dans quelques mois. Voilà, donc très, très belle opportunité sur Volkswagen. Exactement, et ça me permet, alors je vois toutes les questions, donc vous inquiétez pas, on va y répondre à toutes. Ça me permet aussi donc de bien justifier donc nous la manière dont on essaie de voir nos dossiers, et aussi pour vous donner un peu cette idée que aujourd'hui, alors bien évidemment je fais mon vendeur, c'est mon métier, mais c'est-à-dire que globalement Monoc aujourd'hui, donc avec cette espèce de léger retard de performance, c'est aussi, en tout cas nous, la manière dont on le voit, un excellent point d'entrée sur le fond, parce qu'en fait, toutes les positions qu'on a aujourd'hui, elles ont deux jambes, en fait, globalement. Donc, comme Pierre, on parlait sur Volkswagen, ça passe à la fois par une valorisation qui, à nos yeux, est alléchante, et également par, je dirais, un facteur exogène, un catalyste potentiel qui pourrait venir tirer le cours de l'action. Par exemple, sur Volkswagen, c'est justement cette stratégie de spin-off des marques, une par une, et donc de cette cotation pour cristalliser la valeur pour l'actionnaire. Et donc, vous verrez que dans chacune des positions qu'on a en portefeuille, il y a toujours cette espèce de double pilier avec, premièrement, une valorisation qui, à nos yeux, est intéressante et alléchante. Et en plus de ça, cette espèce de facteur exogène qui pourrait venir, je dirais, à assez court terme, tirer le cours de l'action. On pourra en parler après, par exemple. On est également dans le merger arbitrage sur Activision et Microsoft. Et donc, vous voyez que tout ça fait qu'aujourd'hui, dans le fond, si nos thèses se réalisent, c'est beaucoup de valeur à créer avec des horizons de temps finalement assez déterminés. Donc ça, je pense que pour vous, en tant que potentiel client du fonds, ça peut être intéressant parce que ça vous donne
une idée de la manière dont nous, on perçoit la valeur de nos lignes et surtout à quel, et sur Volkswagen, à quel horizon pour rebondir sur ce que dit Max, pour Volkswagen, donc cette deuxième jambe dont Max parle, sur cet aspect valorisation, bon, Volkswagen aujourd'hui, c'est, comme on le disait, à peu près 70 milliards de valeur boursière. Le résultat opérationnel de Volkswagen sur 2021-2022, c'est plus de 20 milliards. Ça vous donne un ordre d'idée sur les multiples actuels. Bon, l'automobile a toujours été pricé en multiples assez bas, mais là, on a un cas assez particulier avec Volkswagen. 5% de dividendes et surtout quelque chose d'assez marrant. Volkswagen, donc là en 2021 et également en 2022, c'est à peu près 8,5 millions de véhicules vendus. Voilà. Pour 11 millions de véhicules vendus pré-Covid. Sur les 5 années pré-Covid, c'était 11 millions de véhicules vendus. Maintenant, c'est 8,5. Pour autant, vous faites le même chiffre d'affaires, même plus. Pourquoi? Parce que Volkswagen a mis 30% de pricing power d'inflation sur ses voitures. Donc, si vous voulez, vous êtes sur un point bas en termes de volume qui nous sécurise un peu. C'est-à-dire que demain, on ne va pas passer de 8,5 à 4. Quoi. Ouais. Donc, voilà, on a un point bas qui sécurise un petit peu ces volumes. Un potentiel, hein, si on revient sur des niveaux de 11 millions avec la Chine qui réouvre, on ne sait pas ce qui peut se passer sur ces volumes. Hein. On revient à 11 avec les prix actuels de Volkswagen. En termes de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle, c'est quand même assez majeur. Donc, on a cette deuxième jambe. Je réponds juste rapidement aux deux questions qu'on a sur le cash, donc à Henri-Jean et à Tanguy, donc sur le niveau de cash et sur le rendement qu'on en retire. Alors, Henri-Jean, donc c'était le point du début. Donc, on a aujourd'hui en gros une 60aine de % du fonds qui est dans l'équivalent cash dans nos fameuses govies courtes. Pour être tout à fait clair et précis sur ce point, on n'est pas content de ce positionnement. Après je dirais, pour rebondir juste avant que Max continue, le vrai cash, c'est 4%. Oui, ouais. Néanmoins, tout le reste, c'est en fait ce qu'on appelle du cash, les obligations d'État à court terme très safe. Donc, OAT, Bund, voilà. Qui ça pour être, donc, du coup, en termes de rendement, bon, les yields ont beaucoup monté. On est sur du 4, presque 4 aux US, même plus de 4 exactement. Hein. Et on est sur presque 3 sur Allemagne, France et Pays-Bas. Exactement. C'est pas rien non plus. Ce qui est le rendement du monétaire aujourd'hui. Et donc, pour être tout à fait clair, nous, on n'est pas content de ce positionnement. Il est un peu, je dirais, par défaut et il nous est imposé par la discipline qu'on a sur les points d'entrée, les valorisations, parce qu'on le rappelle, nous, avec cette notion nous sommes de petits investisseurs minoritaires. La seule marge de sécurité que l'on ait, finalement, c'est les prix auxquels on achète les positions dans lesquelles on entre. Et à ce niveau-là, voilà, ce cash, il est là pour répondre finalement à ce contexte de marché. Alors nous, on pense, voilà, je vais pas le répéter, mais que tout ça est beaucoup trop rapide, beaucoup trop rose, et donc que ça ne devrait pas durer, temps auquel on sera capable, nous, donc, de redéployer ce cash. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous n'avons qu'une envie, et j'imagine vous aussi en tant que client du fonds, c'est que ce cash soit mis au travail. Et c'est, pour être complètement clair, complètement dans notre objectif. Mais on maintiendra la rigueur. Voilà, tant que les marchés nous permettront. Et donc Tanguy, sur le rendement, Pierre, tu viens de le justifier. On se posait la question de rentrer sur du un petit peu plus long, voilà, donc sur ces positions de cash. On était par exemple sur des govies les mêmes, mais avec un peu plus de maturité. Néanmoins, c'est vrai que la grosse détente qu'on a vue sur les taux dans les derniers jours, là, notamment post-intervention des banques centrales, nous a incité à rester sur du court. Donc les rendements sont ce qu'il y a d'incité entre 3 et 4% selon si on est en Europe ou sont quand même pas neutres. Voilà. Juste pour conclure hein, sur Volkswagen, vous l'avez compris, on est assez bullish du moins sur la valorisation. On a fait un travail du coup de valorisation par marque. Ça rejoint un petit peu le point de Henri-Jean qui parle de Ferrari. Ferrari, on a regardé, on a vu les multiples un petit peu qui sont appliqués sur des marques automobiles de luxe. Pour autant, aujourd'hui, Bentley, Lamborghini chez Volkswagen, même si on les valorise avec des multiples du luxe, c'est pas ces marques-là qui vont apporter de la valeur au groupe. Les grosses marques sur lesquelles il y a de la valeur et qui présentent nous dans nos hypothèses la majorité de notre prix cible, c'est Audi. Ouais. C'est Audi et c'est Volkswagen, la marque propre. Voilà. Après, donc, deuxième ligne. Dualtech, on va en parler pour répondre à la question de Activision qui est un peu plus grosse, qui a 3,5 aujourd'hui. Okay. Bon, Activision, c'est donc là, Max vous en a parlé, c'est toujours la vue sur le deal avec Microsoft, l'acquisition de Microsoft, pardon. Nous, pourquoi on est dedans ? Il y a plusieurs points. La première, c'est que ce n'est pas un rendement neutre si jamais l'opération se fait. Au prix actuel, il y a presque une prime de 30%. Ouais, aujourd'hui, c'est $95 l'offre de Microsoft. Aujourd'hui, le cours est à 73. Il baissait pas mal aujourd'hui. On va en parler juste après. Donc, déjà, la prime intéressante, du coup, on regarde le dossier. Ensuite, on a quelques petits faisceaux d'indices assez intéressants. On sait que Warren Buffett est rentré pour une partie significative de son portefeuille coté, donc pour 5 milliards, si je ne dis pas de bêtises, post-annonce du deal Microsoft. C'est ça. On parle de quelqu'un qui est quand même très proche du management de Microsoft. Donc ça, c'était un petit peu, ça nous conforte. C'est pas notre thèse, mais ça nous conforte. Ensuite, pour être juste pragmatique sur le deal, aujourd'hui, tout le monde crie un petit peu, et Sony qui dit on a peur que Call of Duty ne soit plus disponible sur PlayStation. Vous avez les autorités de la concurrence qui soulèvent des points un petit peu dangereux en termes de concurrence, et de monopole potentiel. La réalité opérationnelle aujourd'hui, c'est que Activision, c'est 7,5 milliards de chiffre d'affaires.
Bon, vous avez Tencent qui fait 95 milliards de chiffre d'affaires, vous avez Nintendo qui fait 12 milliards de chiffre d'affaires. Microsoft actuellement n'est pas du tout positionné, très peu, sur le segment mobile. Voilà, donc selon nous, on n'est pas du tout sur une opération monopolistique. On pense que c'est normal que les autorités de la concurrence remettent le dossier en cause, parce que s'ils ne le font pas, ils ne font pas leur job. Exactement. C'est 70 milliards d'acquisitions, donc ils sont obligés de regarder et de soulever les problématiques. Pour autant, on a une très grande confiance derrière sur l'opération. Voilà. Peut-être pour répondre à la question de Philippe, du coup, pour y revenir, donc sur BioNTech, de toute façon, on allait y venir, mais du coup, ça nous permet de faire le point. Pierre, tu peux aussi ramener ce côté… Oui, tout à fait. C'est deux jambes aussi. Hein. Bon, nous, toujours à 2% aujourd'hui du portefeuille. BioNTech, la thèse, elle est assez simple. Bon, déjà, on a une très, très grande admiration et pour le confiance management. avec le management. Donc, ce couple assez atypique de passionnés qui ont sorti quand même un vaccin qui a fait des très belles choses sur les dernières années. Une très belle aventure aussi avant. Ils ont monté des sociétés, ils ont montré un petit peu leurs compétences. En valorisation, très intéressant. On est sur 32,5 milliards à peu près de market cap. Vous avez 20 milliards de cash. Ouais. Au final, 15 milliards de valeur d'entreprise. Vous avez un coffre de 35 milliards, il vous reste 20 milliards de cash dedans. Bon, au final, il reste 15 milliards donc, de valeur d'entreprise. Nous, on joue quoi? On connaît le revenu permanent qui va être tiré des vaccins du Covid, qui sont maintenant un petit peu passés dans un stage endémique. Donc, voilà, vous avez 5 milliards de chiffre d'affaires par an qui vont sortir de la vente des vaccins Covid. On est assez joueur sur ce qui va se passer d'ici 3-4 mois, ça normalement c'est à la fin du H1, sur l'autorisation ou pas, la réussite ou pas du projet commun avec Pfizer. C'est un vaccin en fait combiné grippe et Covid. Ça, donc c'est fait par Pfizer et BioNTech. Il y a encore pas mal d'inconnus, on ne sait pas combien de pourcentage BioNTech détiendra sur ce produit, tout ça. Bref, on sait juste qu'il y a un marché potentiel assez intéressant et assez gros qui pourra ajouter un petit peu d'upside. Et si je ne me trompe pas, en plus donc, de cette thèse, on a, donc, comme tu l'as très justement rappelé, le côté financier avec une valorisation très intéressante. Et en plus, on a un pipeline donc de produits avec notamment cette technologie ARN messager dont BioNTech aujourd'hui est pionnière, avec des profils très intéressants. Oui, tout à fait. Ça, c'est un petit peu le catalyseur. Bon, c'est très long terme. Hein. On sait que globalement, c'est long terme en termes de chiffre d'affaires. Ouais. Donc c'est beaucoup de travail du coup sur les vaccins contre le cancer. BioNTech a été assez vocal en disant que voilà, si ça marche, ce sera à horizon 2030. En attendant, s'il y a des bons résultats préliminaires, ça peut créer beaucoup de valeur très vite. Voilà. Ça, c'est notre troisième. Bon, c'est pas notre troisième plus grosse ligne, mais 2% du fonds actuellement, 2,2 pour être exact. Voilà, bon, on a toujours un peu de Pfizer, on a pas mal réduit, on a 3,34%. On pourra en parler plus tard si ça vous intéresse. On a une nouvelle petite valeur en portefeuille, ça peut peut-être vous intéresser, c'est Trilogy Metals. Trilogy Metals, c'est une société qui est exposée sur le segment minier. Donc, en l'occurrence, là, c'est 60% de cuivre, hein, matière première cuivre. Société très jeune, early stage, on va dire, donc focalisée sur l'exploration. Ils ont un projet en Alaska qui nous semble être assez prometteur. Donc, ils sont au stade d'exploration, hein, donc ils font les carottes, et ils vous sortent les résultats, la densité de cuivre, de zinc, d'or dans les carottes. Ils ont un projet estimé, la valeur du projet estimée, c'est 1,1 milliard. Eux, ils ont 50% de droits sur cette valeur. Et aujourd'hui, la market cap de cette boîte, c'est tout petit, hein, c'est 90 millions. Donc, on pense qu'il y a un profil de risque assez marrant là-dessus. C'est une position qui a vocation à rester très petite en portefeuille, 0,5%. Pourquoi? Parce que très volatile, très politique aussi, donc on ne peut pas mettre beaucoup plus. Et parce que c'est des jeux un peu plus, comment dire, risqué, enfin volatile. Oui, avec plus de potentiel, mais plus volatile. Ça me permet, alors c'était pas forcément prévu qu'on vous en parle aujourd'hui, mais ça me permet quand même de faire une transition sur un point qui est assez important. Cette ligne donc de Trilogy Metals, elle vient également d'une stratégie connexe, qu'on est en train de mettre un peu, d'un nouveau screener en fait qu'on est en train de mettre en place donc sur notre partie action. On lui a donné un nom interne qui s'appelle Copycat. Je m'explique, ça peut être un peu choquant, mais c'est voulu. Donc voilà, et vous pourrez nous poser toutes les questions que vous voulez dessus. On a pris pour partie aujourd'hui, donc chez Monocle, aussi de se dire qu'on pouvait avoir beaucoup de valeur ajoutée en allant sélectionner des idées, donc d'autres gérants qu'on valorise. Beaucoup. Et donc, par exemple, cette ligne de Trilogy Metals, elle vient donc d'une analyse qu'on a fait donc des positions d'un fonds qui, à mon avis, vous parlera beaucoup, qui s'appelle Air Valor, qui est géré par chez Rothschild, donc par des gérants qu'on admire beaucoup, qui notamment est investi dans une ligne qui s'appelle Ivanhoe Mines. Air Valor, oui, exactement. Air Valor, c'est un fonds assez intéressant parce que le gérant est professionnel en fait. C'est ça, sur les secteurs miniers. Eux, ils étaient investis, ils ont fait une très très belle opération sur Ivanhoe Mines, qui est beaucoup plus focalisé sur l'or d'ailleurs, et dans des géographies très différentes en Afrique. Et ils ont un management qui
coup, a fait toutes ses preuves. Et en fait, deux anciens de Ivanhoe Mines sont en train de monter Trilogy Metals. C'est ça. Qui nous a reproché. C'est ça. Et donc, c'était là le lien avec Arvalor. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que nous, on est aujourd'hui en train de. En fait, on met en place un screening, si vous voulez, où on va chercher via les fact sheets les positions donc, de gérants que nous admirons pour les qualités qu'ils ont montrées via leur track. Et voilà, exactement. Et donc, après, on vient faire notre marché, j'ai envie de dire, en fait, quelque part, parmi ces positions. Et donc, c'est une nouvelle, sous-stratégie qu'on est en train de mettre en place. Ça a fonctionné sur une opération, je ne sais pas si vous connaissiez Monocle à l'époque, mais sur une société qui s'appelait G4S pendant le Covid, qui est une société qui est en fait de sécurité, qui emploie des vigiles et de la sécurité en Angleterre. Idée qu'on avait pioché chez Thierry Fléchia du fond, j'ai plus le nom, je connais le gérant, mais je ne me rappelle plus du nom, c'était une moins grosse société. Et donc, oui, tout à fait ça. Et c'était une petite société magnifiquement gérée qui a été très fortement impactée par le Covid en termes de valorisation. Sur laquelle on a fait x2,5 en termes de PNL. Et donc, voilà, aujourd'hui, on a fait une shortlist donc, de gérants qui nous parlent. Et donc, on pense que cette stratégie va pouvoir être très porteuse. Très porteuse. On regarde, tout à fait. Refer Total Return. On les a rencontrés à Patrimonia il y a 2 ans. Exactement. Ouais. C'est des mecs qui nous parlent pas mal, qui ont une belle stratégie, très macro, donc c'est un peu différent de nous quand même, mais c'est un beau fonds. Mais qui ont une belle vision, et c'est vrai que c'est un fonds auquel alors on nous oppose plutôt en termes de concurrence parce qu'on va être après sur le même créneau, mais c'est vrai qu'en termes de qualité, nous c'est des gens qui nous plaisent, donc bien évidemment faire des fonds, on va absolument regarder. Donc je vois qu'on a quelques questions auxquelles on n'a pas répondu, donc sur BASF, on va y revenir. Juste avant peut-être, donc Pierre-Alexandre, j'ai vu que vous aviez posé la question donc, sur les corporates, c'était complètement l'idée de les aborder, donc vas-y Pierre, je pense qu'on peut faire un peu. C'est vrai qu'on a vu aussi, donc nous, on avait un positionnement assez extrême sur les corporates jusque récemment. Jusqu'à l'été 2022, parce que le marché était très compliqué, les rendements étaient très faibles, le risque était encore assez marqué. On a commencé à déployer du capital sur les corporates de façon significative en juillet 2022. Ouais. On a vu des très belles opportunités. On peut en parler de quelques-unes, par exemple. La plus grosse qu'on a en portefeuille, c'est Levis, donc les jeans Levis. Très belle société, 1 milliard de dettes, mais 600 millions de cash en face. 7 milliards de capitalisation boursière. Les intérêts, ils sont surcouverts. Pas de risque de liquidité, un levier très tolérable. Donc, nous, on n'avait pas de warning sign sur la partie analyse liquidité. Et on a chopé à quoi presque à 5,5% de rendement en euros. 6 de yield, ouais. Ce qui nous semblait être assez déphasé avec la réalité, avec le risque crédit de Levis. Donc là, on a pu mettre presque 3% du fonds dans cette belle ligne. C'est ça, et ça me permet juste de faire également un point aussi sur du coup ce qu'on va essayer de chercher donc sur la partie crédit corporate. Donc c'est ce type de dossier en fait. Nous globalement, pareil, comme sur les actions, on n'est pas macro dans l'âme, c'est pas, on ne veut pas essayer de prendre de grandes décisions sur les taux. Par contre, là, on estime que le marché se trompe sur la vision qu'il a sur le risque de défaut de crédit d'un émetteur, et donc c'est pour cette raison pas précise. Et là, on pense donc que le marché se trompe et que voilà, et donc que le rendement est là pour cette raison. On veut essayer trouver ce type de dossier. Donc, on a des visions un peu. On a une belle société aussi qui mérite qu'on en parle, c'est Match Group. Match Group, c'est le conglomérat en fait qui détient la marque Tinder, donc les applications de rencontres et d'autres, Match, tout ça. Mais la plus grosse, c'est Tinder, c'est presque 60% de chiffre d'affaires. Ouais. C'est une très belle société. Nous, pareil, on arrive avec un prisme assez pragmatique déjà sur la vue financière. Intérêt couvert 6 fois. Levier de 3 versus 5 années et demie presque de maturité moyenne pour la dette. La société, c'est 3 milliards de dettes, vous avez presque 1 milliard de résultats opérationnels par an. Voilà. Déjà, liquidité, levier, dette, pas de risque. Ensuite, on regarde la société, très belle réussite quand même, gérée par le CEO actuel, ça s'appelle Bernard Kim. Et ce qui est marrant, c'est que lui, il a des expériences dans le jeu. Ouais. Il est passé chez Zynga, chez EA, chez Disney aussi. Mm-hmm. Et on trouvait ça très intéressant du point de vue produit, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, la rencontre, c'est un petit peu, on appelle ça la gamification. Les clients trouvent ça, assimilent en fait la rencontre et l'utilisation de ces applications à un jeu, ce qui plaît beaucoup et ce qui tient aussi le client. Donc, belle expérience de ce monsieur et bel apport de ce monsieur. On fait des tests en interne sur Tinder. On a mis Maxime, notre vendeur, pour faire ces tests sur la gamification. Je crois que ça marche pas mal. Une très belle société en tout cas, risque de crédit très correct, et pour autant 6,5 de rendement en dollars, pour le coup, cette fois. Donc encore un rendement qu'on trouve très intéressant vis-à-vis du risque de crédit. Voilà, on a aussi des lignes, on pourra en parler si vous voulez creuser, mais sur Arcelor en dette, sur Hapag-Lloyd aussi. Corian, Corian qui est un cas assez particulier. Corian, c'est quand même un profil de risque assez différent. Donc Corian, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le concurrent d'Orpea, donc les maisons de retraite.
l'action et l'obligation ont totalement, enfin pas totalement suivi, mais en tout cas ont été fortement impactés par le scandale sur Orpea. Donc le rendement aujourd'hui sur une obligation Corian, c'est 10%. C'est pas absurde, ça s'explique. C'est des sociétés qui ont beaucoup plus de dettes que ce qu'on vient de dire sur Levis et sur Match. Pour autant, on estime qu'il y a eu une surexagération du marché sur Corian, qui est quand même un cas très particulier d'Orpea. On a fait une étude assez poussée sur la différence justement entre Orpea et Corian sur la partie immobilier, sur la partie levier, sur la partie risque, sur la couverture des intérêts. On voit qu'on est dans deux situations très différentes et on sait, parce que nous on a un petit peu, on suit de très très près ce qui se passe sur Orpea et on voit que l'explication Orpea est totalement micro. On a eu vraiment un management totalement frauduleux, des décisions sur la partie immobilière qui ont été extrêmement risquées, voire extrêmement frauduleuses aussi. Voilà, donc on sait que la situation de Corian est très différente, et que ce 10% vaut la peine de s'exposer. Et donc ça vous montre encore une fois bien, donc quand vous voyez la manière un peu dont on parle des sociétés dans lesquelles nous sommes en dette, c'est quasiment un peu, je dirais, cette approche presque equity en fait dans la dette. On aime bien vraiment aller dans les dossiers. Vous voyez sur Match, on se pose quand même des questions au niveau du produit. Est-ce que le business a un sens, c'est une viabilité? Donc on aime bien aller vraiment creuser, je dirais, un peu loin avec encore une fois cette approche très micro dans les dossiers. Et donc peut-être pour reprendre un peu de hauteur et au niveau de l'alloc, Pierre-Alexandre, aujourd'hui, la poche corporate, elle est donc à 15% du fonds. L'objectif est totalement de la monter, mais on pense qu'on sera capable de le faire sur des niveaux de rendement plus importants dans les semaines, mois qui viennent. Le marché du crédit, c'est aussi énormément détendu, un peu trop à notre goût. Et donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est donc Pierre l'a dit tout à l'heure, c'est assez récent. Pour nous, cette poche, elle existe depuis globalement 6 mois. Et donc, il faut vraiment la voir comme un second moteur de performance. Quand vous regardez tout le track record du fonds sur les 5, 6, 7 dernières années, en réalité, il y avait un seul moteur qui tirait la perf. C'était la partie action. Ouais. Aujourd'hui, on est capable donc de brancher ce second moteur qui est la poche corporate. Et ça, elle devrait être génératrice de beaucoup de valeur. Et donc, sans faire des plans sur la comète, on devrait quand même être capable d'afficher des performances quand les choses sont normalisées plus importantes que celles qu'on a eues historiquement parce que ce deuxième moteur aujourd'hui est actif et en marche. Pour passer sur 2-3 questions, je crois qu'il y avait… Ouais, BASF, etc. effectivement. BASF, on est toujours dedans. Aujourd'hui, exactement, c'est 2,8%. Donc, on a pas mal réduit la position versus un moment où on était presque plein, donc presque à 8. Toujours la même thèse sur BASF. C'est un conglomérat extrêmement complexe à analyser. Nous, on a une thèse assez particulière dessus. On est rentré post-conflit russo-ukrainien, quand les tensions vis-à-vis du gaz ont commencé à se faire ressentir. Pourquoi ça a impacté BASF? BASF, je crois que c'est 3%, je crois que c'est à peu près ça, 3% de la consommation de gaz allemande revient à BASF. Donc c'est un très gros consommateur de gaz. Et nous, ce qu'on a vu, ce qu'on a appris, c'est que si l'apport en gaz auprès de la société BASF passait sous le seuil des 50%, versus la consommation normale, vous êtes obligé de fermer la plupart de vos usines du groupe. Et là, vous rentrez dans une situation très, très compliquée sur le plan opérationnel. Donc, l'action a été jetée, elle est descendue jusqu'à 40, ça vous ferait presque 8% de rendement en dividende sur un conglomérat un peu Gucci, tout ça. Nous, on s'était pas mal regardé du coup sur ce sujet du gaz. On avait rencontré Nicolas Mazzucci, qui était quelqu'un de très intéressant là-dessus. Qui travaille avec le ministère des Armées, qui est conseiller au gouvernement, donc qui est quand même assez connecté, qui, on pense, a une vision assez précise du. On avait besoin d'apprendre pas mal sur ce secteur, parce que c'était quand même assez nouveau et assez spécifique. On a vu aussi la communication de BASF et les projets qu'ils avaient. Donc, comment shifter d'un modèle très dépendant du gaz à un petit peu d'électrique, à un petit peu des autres sources d'énergie pour pouvoir faire tourner les usines. Là-dessus, ils ont été assez proactifs. Et surtout, je pense que la thèse principale sur BASF, elle était assez politique. Ouais. Si vous voulez, dans l'hypothèse où le gaz devait être, on ne dit pas coupé, mais on dit rationné, le gouvernement allemand allait devoir décider qui est rationné et comment. Est-ce que c'est les corporates? Est-ce que c'est les particuliers? Est-ce que c'est les entités gouvernementales? Et nous, on s'est assez intéressé à la culture allemande là-dessus. Il y a une très grosse défense de la partie corporate, une très grosse empathie, on va dire, côté corporate. BASF, c'est un des plus gros employeurs allemands. Le PDG de BASF disait quelque chose de très intéressant. Il disait, si BASF s'arrête de tourner, l'automobile s'arrête de tourner, la chimie s'arrête de tourner. Pour une stat, BASF a une usine de mémoire, je crois que c'est dans la vallée du Rhin. L'usine à elle seule embauche 50 000 personnes juste sur ce site. Donc vous voyez quand même que c'est assez colossal en matière justement et donc aussi de connexion étatique, etc. Tout à fait. Donc on était rentré à ce moment-là.
Au fur et à mesure que l'action est montée, on a un petit peu allégé. Là, on est aux alentours de 50 quel, je crois, c'est ça, 53 aujourd'hui en cours. Voilà, nous, on ne visait pas 80. Hein. Quand on est rentré vers 41, on ne visait pas du tout 80. Le cours avant le conflit était plutôt aux alentours de 62. Ça. On sait que les taux ont monté, donc les rendements en dividendes sont un peu plus élevés, doivent être un peu plus élevés. Voilà, un peu moins attrayant pareil, on visait relatif. On n'attendait pas le 62. C'est pour ça qu'on est un petit peu allégé. Mais on a quand même encore une position dedans au prix actuel. Toujours très intéressé par la valeur. Exactement. Et donc sur BASF, ça vous illustre aussi voilà ce côté justement avec donc deux jambes et ce catalyse qui venait du gaz et aussi également, donc c'est ça le point que je voulais rappeler tout à l'heure. Pierre, vous parlez de cet expert qu'on a rencontré, Nicolas Masucci. C'est aussi je dirais un bon exemple de la manière dont nous on essaye d'aborder nos dossiers. C'est vraiment donc d'aller dans une compréhension profonde. Là, avec Nicolas en l'occurrence, qui je vous invite vraiment à le suivre sur Twitter et à essayer de l'écouter parce que c'est assez passionnant en général et c'est des visions vraiment qu'on retrouve pas beaucoup et qu'on retrouve pas ailleurs. Et donc, c'est vraiment cette manière de faire qui nous plaît. C'est d'aller dans le fond des choses et d'essayer d'avoir des compréhensions profondes. Un espèce de hedge, un petit exactement. Ça, ouais. C'est vrai qu'il y a une valeur dont on n'a peut-être pas parlé, mais je ne sais pas si vous savez qu'on a investi à hauteur de 1% à peu près, hein, c'est 1% ce soir-là, dans Pershing Square. Ouais. Pershing Square, qui est du coup le fonds géré par Bill Ackman, la star Bill Ackman. On part demain à Londres pour la conférence annuelle. On va nous détailler un petit peu le contenu de son portefeuille et ses tests, tout ça. Pourquoi on est dedans? C'est pour rebondir un peu sur le point catalyste. Aujourd'hui, vous pouvez acheter Pershing Square, donc une action d'un fonds, avec une décote de 35% sur la valeur du fonds, sur la net asset value, sur sa NAV. En fait. C'est comme si vous pouviez acheter Monocle avec 35% de décote sur le marché secondaire coté. Ça, bon, ça fait quand même pas mal de temps que c'est le cas. Ouais. Ce qu'on sait juste, c'est que c'est pas naturel que cette décote soit aussi importante. On est aussi un petit peu rentré au moment où elle était un petit peu. Où elle était un peu. Donc on a ce catalyste-là en termes de valeur qui vient apporter une surperformance potentielle vis-à-vis ne serait-ce que déjà de la performance de Bill Ackman, de ses choix lui et de la performance de son portefeuille. Donc on a ce catalyste avec la décote et en plus ce qui nous plaît beaucoup avec cette vision de Bill Ackman, c'est qu'en plus donc c'est un gérant qui l'a prouvé par le passé et extrêmement qualitatif et qui a l'un des tracks les plus impressionnants de ces dernières années. Donc voilà, ça prouve bien sa qualité en tant que gérant. Et surtout, il est dans des dossiers en fait que nous on n'aurait pas du tout eu l'idée d'aller chercher, je dirais naturellement tout seul. Dans des sociétés comme Chipotle qui, nous, à nos yeux, ont l'air très chers. Mais donc, c'est vrai que aussi, ça nous incite quelque part à nous remettre en question, à entrevoir de nouvelles choses et donc à élargir un petit peu notre spectre, qui, on pense, est très important à la fois en tant que gérant et surtout dans un monde aussi disparate qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a, oui, les holdings, pour répondre à la question de Mehdi, les holdings décotent très souvent par rapport à la RNR. Alors, c'est le cas déjà pour c'est un autre sujet, mais sur des conglomérats. Le principe, c'est quoi? Vous avez un conglomérat qui gère beaucoup de marques ou de sociétés différentes dans des activités diversifiées. Lorsqu'on achète un conglomérat, pourquoi on met une décote? Parce qu'on estime que la gestion de plusieurs métiers, plusieurs entités détruit un peu de richesse. Donc, c'est pour ça qu'on voit les décotes sur des gros conglomérats industriels. Bolloré, par exemple. Voilà. Et dans le cas des holdings financières, ça peut être le cas aussi. Là, on l'a trouvé déjà assez importante. Exactement, ouais. Le Raseo, c'est le cas aussi. Vivendi, ouais. On l'a trouvé assez importante. Et voilà. La jambe catalyste, si la décote se réduit, et la jambe sécurité avec un gérant pour qui on a une très grande estime. Et il y a un point qui est quand même fondamentalement différent avec tous ces exemples que l'on vient de citer, Raseo, Vivendi, etc. C'est du non-côté. Bill Ackman, aujourd'hui, la quasi-intégralité du portefeuille, on le sait, c'est dans des sociétés cotées. Chipotle, elle traite. Et donc, globalement, c'est-à-dire que si vous répliquez aujourd'hui l'intégralité de son portefeuille, à part des single stocks, etc., cette décote n'existe factuellement pas. Et donc, quelque part, le fait que ce soit donc du côté, je dirais, encore plus interpellant et qui, quelque part, en fait peut-être une opportunité encore plus forte que justement sur des conglomérats qu'on cite, private equity chez Raseo, Vivendi, etc. Absolument. Donc voilà, pour l'expo, on a parlé des principales lignes. Vous connaissez notre position aussi dans le gaz, transport et Technigaz. Il nous reste 1,5%. Enfin, on n'a pas réduit, on a toujours la même thèse sur le gaz, transport et Technigaz. Pour rappel, c'est la société qui conçoit les cuves qui transportent le gaz naturel liquéfié dans les méthaniers. Bon, là, on joue là-dessus aussi le développement justement du GNL dans le mix énergétique européen et surtout mondial, avec la Chine, le Qatar, qui ont des projets assez massifs là-dedans. Donc ça aussi, c'est une très très belle valeur, gérée magnifiquement. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hein. On a Paris dans le Galapagos, ça on peut en parler, c'est une société assez intéressante quand même. Ouais. Galapagos qui est une biotech. Une biotech. Alors pourquoi on a regardé Galapagos?
Ça, c'était, nous, on a des screenings un petit peu différents, comme peut vous dire Max, on a le copycat, des fois on regarde un petit peu le dividende, tout ça. Ça, c'était un screening sur l'enterprise value. Donc, market cap, moins cash, ou plus dette. Là, c'était moins cash. Elle est sortie parce que c'est une société qui a une énorme décote sur son cash. Ouais. Galapagos, c'est 4 milliards de cash. Et c'est une capitalisation boursière de un peu plus de 2 milliards. Ouais, ça 200. C'est une société qui brûle 400 millions d'euros de cash par an. C'est-à-dire que vous êtes financé déjà pour, je vous laisse faire les maths, mais presque 10 ans au final. Et du coup, on a commencé à la regarder. On a vu le nouveau CEO qui venait d'arriver, qui s'appelle Paul Stoffels. C'est un ancien de Johnson & Johnson. Charles a beaucoup lu sur son passé, son expérience, ses décisions stratégiques. Beaucoup creusé le sujet. Il a avoir beaucoup d'estime pour le monsieur. Vu très early stage. Donc c'est vraiment des médicaments et des projets qui sont précliniques. On n'est pas du tout dans des médicaments qui vont créer du chiffre d'affaires dans un an. C'est très early stage. Ça peut créer beaucoup de valeur. Voilà, des bons résultats sur du préclinique peuvent rapporter beaucoup de valeur en market cap. Et surtout, et donc là, on pense que la valeur du dossier c'est donc, ils ont une stratégie assez poussive, je dirais, donc de croissance externe, de rachat de biotech. Et donc, nous, je dirais vraiment dans la vision très généraliste du dossier, la manière dont on le voit, c'est en fait, on est aujourd'hui investisseur d'un fonds de private equity qui en fait est une société donc, qui ne prend pas de frais de gestion, etc., avec un management ultra qualitatif, énormément, en l'occurrence, de dry powder à déployer et une vision sûrement beaucoup plus, je dirais, intégrée et précise de leur marché que n'importe quel gérant de private equity aurait pu l'être. Et donc, c'est vrai que clair, ça s'appelle aussi, ce que dit Max, c'est qu'on voit Galapagos comme un véhicule en fait, d'un fonds d'investissement biotech avec des gens extrêmement qualifiés pour faire des acquisitions pertinentes et avec une décote monumentale sur sa valeur. Ça rejoint un petit peu Pershing Square. Et voilà, des beaux projets. Exactement. Et donc, bien évidemment, aujourd'hui, on a, j'ai en tête un et quelques dedans, 2. C'est un peu plus que ça, c'est 2, ouais. 2, c'est ça. Et donc, tout ça pour vous dire que voilà, donc c'est vrai que ces paris-là qui sont un peu plus, je dirais, pas exotiques, c'est pas le bon terme, mais un peu plus loin, donc des bases vraiment dans lesquelles la majorité en fait de nos poissons, à savoir dans des positions comme Volkswagen, Pfizer, etc. Donc les pondérations ne sont pas trop élevées sur ce type de ligne, donc à savoir Pershing Square, Galapagos, parce que donc on a énormément travaillé aussi sur cette notion de risque global au niveau du portefeuille. Et voilà, vous connaissez un peu notre idée. Vous avez la fiche derrière, c'est chez Monarch, on n'aime pas le rouge. Donc l'idée quand même est d'avoir une diversification des risques et un portefeuille structuré de manière à ce que les gros accidents ne puissent pas arriver. Après, c'est vrai qu'on se remet pas mal en question là-dessus aussi parce que implicitement, on peut dire les biotech, c'est très volatile, c'est très dangereux, du coup, taille minimum. Sauf que Galapagos, c'est un cas extrêmement particulier. Le fait qu'il y ait énormément de cash au bilan, si vous voulez, ça vous coupe votre volatilité sur l'action. Ça en fait du coup un profil beaucoup moins risqué. C'est pour ça qu'on est en train de potentiellement envisager à aller un peu plus loin sur ce titre, potentiellement en poids. Exactement. C'est une grosse sécurité là-dessus. En région TF1, non, on n'a plus. On a cédé la position il y a quelques mois maintenant. 7, 6, je crois. Ouais, on jouait. Bon, ouais, c'est une société qu'on a pas mal suivie, notamment pendant le Covid. Elle a été bradée, elle a été totalement bradée en bourse, donc il y avait des très bons coups à faire. C'est vrai que nous, quand Gilles Pélisson est parti, c'était aussi un management qu'on aimait beaucoup, et donc c'est vrai qu'on a été moins séduit par. J'ai plus en tête ça. Quand il est arrivé, et donc c'est vrai qu'on a un peu coupé. Non mais écoutez, en tout cas, on est ravis d'avoir pu échanger avec vous. On espère, faites-nous voilà des petits feedbacks, c'est toujours sympathique. Henri Jean, je vois prudent dans l'attente, exactement. C'est tout à fait le point. Pas toujours facile, hein. Des fois on a envie de déployer, quoi. On attend que ça. Nous, on est jeunes en plus, hein. Ça fait un an et demi qu'on est là. On a vraiment envie de déployer ce capital. On sait qu'on va avoir des opportunités à arriver, mais il faut garder cette rigueur, cette vue. On a un fonds patrimonial, c'est notre cahier des charges, c'est pourquoi on est payé. Donc, exactement. Donc on protégera toujours le capital et le client. Et merci à tous pour vos gentils messages, c'est sympathique. Franchement, voilà, les feedbacks, c'est toujours sympa, ça nous permet un peu de nous améliorer, de faire des trucs plus qualitatifs pour vous également. Et puis, disponible comme d'habitude pour toutes questions. Vous n'hésitez pas à vous nous appeler, vous envoyer un email. Et comme vous le dites, Gilbert, on garde le cap. Voilà. On est à 100% dedans. Merci à tous. En tout cas, Bonne soirée, au revoir. Au revoir.